Bonsoir. Les partis politiques ont-ils joué leur rôle dans la résolution de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui crise anglophone? Les opinions sont partagées sur cette question. La récente bravade des députés du SDF à l'Assemblée nationale, non content que le problème anglophone ne fasse pas l'objet d'un débat en plénière, a elle aussi été critiquée, y compris par certains élus. Le SDF, dans sa posture de principal parti de l'opposition, pouvait-il faire autrement? Nous poserons la question à notre invité. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. Pierre Flamongaya, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Bruno Tagne. Vous êtes sénateur, secrétaire général de l'UNDP, et ce sont ces deux casquettes que nous avons retenues ce soir. Vous en avez plusieurs. Alors, on va commencer par l'actualité. Les premiers ordinateurs promis aux étudiants par le président de la République ont été remis aujourd'hui à l'université de Yaoundé 1. Il s'agit de 500 000 ordinateurs, mais 40 000 sont déjà arrivés. Comment réagissez-vous à ces ordinateurs offerts aux élèves de la part du président de la République? Merci d'abord de m'inviter à cette émission qui est, je pense, très regardée. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me cadriez un peu quel temps nous avons à échanger ensemble, et dans ce temps, comment est-ce que vous sectionnez les différents chapitres, parce que il m'arrive bien entendu, comme beaucoup de Camerounais, de regarder votre émission, oui. Et je me rends compte que souvent, vers la fin, vous allez au pas de course, et les questions importantes, vous ne parvenez pas à faire parler votre invité, oui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Donc je ne souhaiterais pas que les questions importantes soient renvoyées à la fin et que nous n'ayons pas le temps de les aborder. Je ne dis pas que suggériez-vous que les ordinateurs de Paul Biya ne sont pas importants? Je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, il y a plus important. Mais je vais y répondre. Oui. Mais je voulais que vous m'assuriez de quel temps vous réservez à chacun des sujets. Rassurez-vous, on aura suffisamment de temps pour discuter de tous les sujets. Alors, les ordinateurs du président de la République. Les ordinateurs du président de la République, ça fait 2-3 ans que nous en entendons parler. Je pense que dans un premier temps, l'opinion a pensé que c'était un gadget, une idée comme ça lancée, sans suite. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est une réalité et que ces ordinateurs commencent à arriver. Je pense qu'on annonce 80 000 sur 500 000, donc on a encore un peu de chemin pour avoir les 500 000. Je ne pense pas qu'il faille en faire un grand plat, parce que offrir des ordinateurs aux étudiants, dans le contexte qui est le nôtre, je dirais que c'est un peu le minimum. Vous savez que depuis une vingtaine d'années, sinon plus, nos universités, nos étudiants n'ont plus de bourses. Ce sont ces bourses qui permettent aux étudiants, dont moi, quand j'étais étudiant, nous permettaient d'acheter des livres, d'acheter, on n'avait pas encore des ordinateurs à l'époque, un certain nombre de matériels qui nous permettaient de simplifier notre vie d'étudiant. Aujourd'hui, l'ordinateur est incontournable comme outil de travail. Si on avait des bourses, je pense que chaque étudiant aurait commencé par acheter un ordinateur. Donc, c'est une sorte de retour d'ascenseur, de compensation qui est en train d'être mise en place. Donc, je ne pense pas qu'il faille en faire une affaire exceptionnelle. On peut peut-être regretter que les étudiants qui, il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans, comptaient sur ces ordinateurs, ne sont plus étudiants aujourd'hui. C'est peut-être une bonne chose. S'ils ont déjà trouvé du travail sur le marché du travail, c'est bien. Mais c'est important que les étudiants aujourd'hui puissent en bénéficier. C'est un retour normal d'ascenseur. La nation doit encourager sa jeunesse. Le discours officiel parle d'un don de Paul Biya aux étudiants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette terminologie, don? Vous savez, dans notre pays, on prête au président Paul Biya beaucoup de choses, oui, y compris des dons. 75 milliards de francs CFA, je pense que vous et moi et beaucoup de Camerounais sommes convaincus qu'il n'a pas 75 milliards dans son compte personnel. Donc c'est forcément pas son argent personnel qu'il met là-dedans. Dans le terme don qui est utilisé par un certain nombre de personnalités est mal à propos.
Je dis simplement qu'il est évident qu'il n'a pas 75 milliards dans son compte personnel. Par conséquent, ça peut pas être un don. Maintenant, s'il donne cela au nom de la nation dont il est le chef, il y a un budget qui est voté chaque année. C'est vrai, je ne me souviens pas au cours des 3 dernières années d'avoir voté un budget spécial pour 500 000 ordinateurs, mais vous savez qu'il y a des comptes qui n'ont pas de nom dans le budget et qui permettent au chef de l'État d'avoir une certaine souveraineté sur certains fonds. Si c'est cela qu'on appelle don, d'accord, mais ce n'est pas sa caisse personnelle. Oui. Alors il s'agit précisément, vous l'avez dit, de 75 milliards de francs CFA, que c'est une dette consentie par le Cameroun auprès de Exim Bank China et au profit de la société Sichuan Telecom Construction Engineering basée à Shenzhen en Chine. C'est énorme quand même, 75 milliards. C'est pas énorme. Hein. Quand on divise 75 milliards par 500 000 étudiants, ça fait une moyenne de 150 000 francs par étudiant. Vous voyez, finalement, si on donne un ordinateur, aujourd'hui on parle d'ordinateur à ce prix-là, hein, maintenant c'est un outil absolument démocratisé. Si on donne un ordinateur de 150 000 francs CFA à 500 000 étudiants, ça fait 75 milliards. Donc, c'est énorme en termes de volume, mais en termes de ce qu'on donne à chacun, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une dette que la nation doit à la jeunesse, de lui permettre de s'éduquer. Alors, ces ordinateurs sont estampillés PBHEV. Après avoir longtemps conjecturé sur la signification de cette estampillation, on a finalement eu le fin mot de l'histoire de la bouche du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, qui a confié qu'il s'agit des ordinateurs de marque Paul Biya Higher Education Vision. Est-ce que cela vous convient ou pas qu'on baptise ou alors que ces ordinateurs soient estampillés Paul Biya? Vous savez, moi je suis de nature prudent hein, dans les affirmations. J'aimerais d'abord voir moi-même l'un de ces ordinateurs, voir l'estampille qui est portée dessus. S'il s'agit simplement d'une abréviation PB, ceci, cela, et qu'il n'y a pas quelque part sur le même appareil la signification de l'abréviation, rien ne me permet de dire que ça signifie ce que... Faites-moi confiance, puisque celui qui les a réceptionnés, Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, face aux caméras devant le monde entier, l'a dit, il a donné la signification, Paul Biya, Higher Education Vision. Moi, ça ne me convainc pas. Oui. Quand vous voyez un ordinateur, je ne fais pas faire la publicité pour une société, HP, vous voyez quelque part sur l'ordinateur, Hewlett Packard. Oui. Donc, moi, je ne veux pas deviner ce que signifie une abréviation. Non, il ne s'agit pas d'une devinette. Le ministre de l'Enseignement supérieur a dit, sauf si vous ne faites pas confiance au ministre de l'Enseignement supérieur. Je voudrais savoir où c'est écrit Paul Biya sur l'ordinateur. Sur les ordinateurs, oui. Bah, j'attends de voir l'ordinateur pour voir si Paul Biya en toutes lettres est écrit dessus. Oui. Donc, c'est des abréviations PB et tout ça là. Pourquoi est-ce qu'on aurait voulu cacher la signification pour le maintenir en abréviation? Pourquoi? Simplement pour faire beau, même sur l'ordinateur, pour ne pas entièrement écrire Paul Biya. Moi, je vous disais que c'est un sujet vraiment périphérique. Que ce soit... À supposer maintenant que ce soit effectivement Paul Biya, est-ce que pour vous, vous considéreriez, au cas où c'était effectivement Paul Biya, et je vous jure que c'est Paul Biya, Jacques Famdongo l'a dit, est-ce que... C'est comme ça que vous jure. Oui. Est-ce que cela vous gênerait? D'aucuns parlent d'un culte de la personnalité. Encore une fois, tant que je n'ai pas la certitude que ce sigle-là signifie Paul Biya, High Educational Level, je ne vais pas commenter sur ce point. Je n'ai pas les éléments factuels pour déterminer s'il s'agit de cela ou non. Le fait qu'un ministre ait dit cela, pour moi, n'est pas parole d'évangile. Enfin, alors, d'aucuns pensent qu'on aurait pu faire autrement. Avec 75 milliards, on aurait pu, par exemple, monter une usine ou alors créer une usine au Cameroun pour assembler ces ordinateurs, ce qui aurait eu l'avantage de créer des emplois, de faire rentrer quelques impôts dans les caisses de l'État. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je ne vais pas raisonner comme cela. Je pense que le Cameroun a un projet global qui aujourd'hui se décline autour
du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. L'ensemble des projets sont contenus dans ce document. S'il eût été nécessaire d'inclure dans ce document la construction d'une usine de montage d'ordinateurs, j'aurais compris alors que les 75 milliards là soient affectés au montage de cette usine. Mais comme je vous l'indique là, un ordinateur revient à 150 000 francs. Je ne suis pas sûr qu'avec 75 milliards, on aurait à la fois monté toute une usine, c'est-à-dire uniquement l'infrastructure, oui, et ensuite monter 500 ordinateurs individuels, le tout coûtant toujours 75 milliards. Parce que l'ordinateur, lui tout seul, coûte 75 milliards. Et l'infrastructure coûterait combien? On ne sait pas. Alors, peut-être oui, autant. Alors, il y a eu une initiative similaire au Rwanda. L'initiative était baptisée One Laptop per Child et qui consistait à offrir des ordinateurs aux élèves et étudiants, mais c'était en réalité un prêt qui devait être remboursé par ces étudiants, élèves et étudiants, environ 4 millions de personnes, et ils ont décidé non pas de les acheter en Chine, mais de les assembler sur place dans une usine rwandaise qui s'appelle Rwanda Positivo BGH. Ça aurait pu inspirer le Cameroun, non? Bien entendu. Moi, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on construit une usine d'État, oui, cela doit rentrer dans un programme industriel. Oui. Moi, j'aurais souhaité que le montage, l'assemblage d'ordinateurs et d'autres types d'industries fussent comprises dans le programme d'industrialisation du Cameroun. Toute chose égale par ailleurs, je préférais que ces ordinateurs soient montés au Cameroun. Mais à quel prix? Il faut faire une étude complète pour savoir si l'infrastructure et le montage auraient toujours coûté 75 milliards. Mais encore une fois, je suis d'accord que priorité à l'industrialisation locale pour permettre qu'il y ait une pérennité dans la vision industrielle du Cameroun. Alors l'initiative, l'objectif du gouvernement, au moment où on a lancé ce projet de 500 000 ordinateurs, était de permettre aux étudiants, aux jeunes, d'accéder à l'outil informatique pour le développement de l'économie numérique. C'était le discours officiel. Mais il se trouve que l'année prochaine, les nouveaux étudiants n'auront pas droit à ces ordinateurs. Finalement, est-ce que l'objectif visé va être atteint? Probablement pas, puisque comme on est parti sur une idée d'un don, oui, qui ne rentre pas dans une stratégie globale d'industrialisation et d'allocation de matériel aux étudiants, on est bien obligé d'admettre l'amateurisme qui caractérise ce processus. On parlait d'une opération qui devait se terminer en 2016, en 2017 qui est terminée. On commence à peine. Donc ça veut dire que ce n'est pas un projet pensé dans l'esprit d'un industriel. Donc je pense qu'il faut, sur ce sujet-là, maintenir la différence entre ce projet qui est autonome, qui ne rentre pas dans le processus global d'industrialisation du Cameroun, et la dimension globale du schéma d'industrialisation du Cameroun qui aurait dû intégrer ce projet et d'autres. Pour sortir de ce sujet, diriez-vous comme certains que le président Biya est déjà en campagne avec ce projet de 500 000 ordinateurs? J'entends ça. Oui. Je pense qu'il a gagné les précédentes élections sans passer par ces opérations-là. 2018, ce n'est pas les autres années. Hein. Oui, je ne sais pas s'il a besoin de faire une campagne de cette nature-là. Parce que je pense que si c'était ça son intention, c'est un gros risque. Oui. Parce que ces ordinateurs sont destinés à des étudiants qui, par définition, dans le monde d'aujourd'hui, constituent la crème la plus mûre, la plus préparée à revendiquer ses droits. Donc je ne suis pas sûr que parce qu'on vous aura donné un ordinateur, vous allez voter pour moi. C'est aucune garantie du tout. Aucune. Aucune. Au contraire, certains sont prêts à dire, comme on le dit pour d'autres choses, pendant les campagnes électorales, apporter à manger, on va manger, mais on saura pour qui on va voter lorsqu'on sera dans le bureau de vote. Donc ce n'est pas une garantie de dire que je vous donne 500 000 ordinateurs, j'ai 500 000 voix d'office. C'est un gros risque. Mais je ne pense pas que c'est son intention.
Merci. Mesdames, Messieurs, notre invité, vous le connaissez peut-être, est un homme politique avisé. On le présente comme l'un des principaux animateurs du Sénat. Passionné de joutes intellectuelles, il multiplie les tribunes autant que les ouvrages dont certains sont devenus de véritables références pour qui veut étudier l'évolution politique du Cameroun. Etche Omo, voici l'homme avec les images de Samuel Louis. L'ouvrage référence que l'ensemble des Camerounais intéressés par la culture connaissent, c'est Cameroun qui gouverne, qui a traversé des décades et qui reste d'actualité et continue de bien se vendre. Et je me félicite que, avant 30 ans, j'ai pu publier cet ouvrage qui continue de faire référence et d'être la Bible de beaucoup de jeunes et beaucoup de moins jeunes pour comprendre comment fonctionne notre système politique. Je suis Pierre Flambeau Ngayap. Je suis né d'une famille très chrétienne, très pieuse. J'espère que cela a pu déteindre sur le reste de ma vie. Mon père était pasteur de l'église évangélique et nous avons grandi, mes frères et moi, dans cette ambiance très croyante, très religieuse. Mon enfance, je l'ai passée à Yaoundé pour l'essentiel, jusqu'à mon baccalauréat au lycée Leclerc de Yaoundé et jusqu'à la licence dans ce qui était encore l'unique université du Cameroun. Après, j'ai pu bénéficier d'une bourse de la France pour étudier en France et c'est en France qu'en réalité j'ai fait toutes mes humanités où j'ai pu à la fin me lancer dans des études très diverses, comme le droit, la science politique, les sciences économiques, la communication, la pharmacie, où je suis arrivé pratiquement au bout de toutes ces disciplines qui me permettent aujourd'hui d'avoir, je pense, j'ai la prétention de le croire, une vision assez ouverte sur le monde. Je suis dans la vie active un chef d'entreprise basé à Douala, où j'ai principalement une officine de pharmacie et d'autres activités commerciales. Je suis en même temps plutôt à Yaoundé, plus actif dans le secteur intellectuel et politique en tant qu'enseignant de droit public et en particulier de droit parlementaire à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Je suis secrétaire général de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, et je suis sénateur, un sénateur nommé dans la tranche des 30 sénateurs nommés par le chef de l'État. Alors mon parcours politique, il ne commence pas en 1990-91 comme beaucoup le pensent. Déjà en France, le contexte de l'Europe, le contexte de l'Occident m'avait déjà amené à m'intéresser à la chose politique parce que le climat vous ouvre le monde et vous permet de mieux comprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait sciences politiques, parce qu'il fallait avoir les outils pour comprendre le monde politique. J'ai fait à la fois les sciences politiques à l'université, mais également Sciences Po Paris, qui est une école de politique pratique, où on apprend à exercer, à faire de la politique, ce qui est différent des sciences politiques, où on apprend à connaître le monde politique. Le Sénat, c'est une nouvelle institution. Il ne vaudra que ce que valent les sénateurs qui en sont membres. J'ai décidé d'accepter cette fonction de sénateur parce que je voulais apporter ma contribution à l'édification d'une institution nouvelle.
Et je pense qu'au terme de cette première législature, j'ai la prétention de penser que l'ensemble des observateurs pensent que j'ai été utile à la modernisation, à la construction de cette institution nouvelle. C'est ce que je souhaitais faire, apporter des idées nouvelles, animer le Sénat, faire partager des idées pour que le Sénat ne soit pas la réplique de la première chambre, mais que le Sénat montre que dans un bicaméralisme, la seconde chambre est utile. La politique, pour ceux qui veulent en faire un métier, c'est un long chemin. Il ne faut pas se préoccuper de savoir si après 5 ans, après 10 ans, les changements que l'on souhaite sont intervenus. On pose sa pierre sur un chemin, on en pose d'autres pour cimenter, pour consolider un chemin, et on espère que ceux qui viendront après pourront trouver des fondations et continuer la montée des murs pour construire le bâtiment, l'immeuble Cameroun. If the common sense can believe that the year 2018 could be an electoral year, I believe that the first goal to be focused is to make all our efforts so that our country stays calm, united, in a peaceful condition. I believe that the first fight we have to make during this new year is to give all what we have to unite our country and to make it peaceful once again. We understand that I'm talking about the situation in the northwest and the southwest, the situation in the far north with the fight against Boko Haram, the situation at the east and the west border of our country. The security of our country is under threat, and we need to do all what we have so that our country stay united and peaceful before thinking of elections. Voilà, si vous prenez l'émission en cours, notre invité c'est Pierre Flambeau-Ngayab, il est secrétaire général de l'UNDP et sénateur du même parti. Nous allons aborder à présent la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler de l'UNDP et du problème anglophone. Alors, les députés du SDF à l'Assemblée nationale ont bruyamment manifesté leur courroux après que le problème anglophone n'a pas été inscrit en plénière, et cela, vous ne l'avez pas beaucoup apprécié. Pourquoi? J'espère qu'on arrivera au fond du problème. Évidemment. Oui. Ok. Alors, je pense que j'ai publié une tribune qui avait deux parties. L'opinion, notamment relayée par la presse, a retenu uniquement le début de la première partie. L'essentiel de ma tribune consistait à dire que le débat sur la crise anglophone est utile et nécessaire. Mais qu'au Parlement, il y a une procédure pour ouvrir un débat public sur une question. Et que je souhaite que cette procédure soit respectée, parce que tout le combat de ma vie, c'est de respecter l'état de droit, c'est de promouvoir l'état de droit. Vous savez, pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, je conteste beaucoup de choses dans le fonctionnement de notre pays. Mais je dis toujours, il y a des lois qui existent. Ces lois, bien que mauvaises pour certaines, doivent d'abord être appliquées avant que le combat pour le changement de ces lois aboutisse. J'ai donc considéré que la démarche qui était engagée par nos collègues SIF, bien que fondée, et j'ai indiqué mon adhésion
à ce mouvement-là, de revendication d'un débat public sur la crise anglophone au Parlement, devait respecter les procédures prévues par notre règlement intérieur. J'ajoute, parce qu'il y a eu un débat là-dessus, que après cette tribune, au Sénat, parce que pour l'instant c'est dans cette enceinte que je pose mes actes, le SIF a suivi, disons, les recommandations que j'ai préconisées dans ma tribune et a introduit une proposition de résolution conforme à la procédure prévue par notre règlement intérieur. Sauf que cette deuxième introduction est intervenue 3 jours avant la clôture de la session. Nous étions en plein débat sur la loi de finances. On ne pouvait donc plus enrôler un débat public sur un deuxième sujet, la loi de finances étant prioritaire et ne pouvant pas excéder le délai prévu par la session. Rien n'empêchait le Parlement d'organiser une session extraordinaire pour une question aussi importante. Ah, vous savez, sur ces questions-là, si vous m'avez bien suivi, je suis totalement d'accord pour qu'un débat s'ouvre à tout moment sur cette question importante. Pour ça, j'ai demandé est-ce qu'on va rentrer dans le fond. C'est une question aujourd'hui qui est centrale, qui est majeure pour notre pays. Pour ce qui concerne le Parlement, je suis partisan à ce qu'une session extraordinaire soit convoquée pour discuter de cette question. En lisant votre tribune, Pierre Flambon-Gayap, on a quand même perçu une forme de juridisme. Est-ce que pour un sujet aussi important, vous l'avez d'ailleurs reconnu dans votre tribune qu'il s'agit d'un sujet très très important, est-ce que donc pour un sujet aussi important, on doit, pour des questions de méthode, de méthodologie ou de procédure, comme vous voulez, faire l'économie d'un débat sérieux autour de cette affaire? Je peux vous poser la question autrement. Pourquoi vous-même, maîtrisant toutes les subtilités procédurales au Parlement, vous n'avez pas introduit une requête pour qu'un tel sujet soit débattu? Alors, vous avez posé 2 questions. Oui. Pour la première, je vous ai répondu déjà. Il ne s'agit pas de savoir si j'ai fait du juridisme ou pas. La réalité, c'est que le SIF, prenant acte de mon rappel de procédure, a introduit une deuxième demande de proposition de résolution, cette fois-ci conforme aux procédures. Ça veut dire que je n'y avait pas que moi qui voulais faire du juridisme. Il a pris acte que c'est comme ça qu'il fallait procéder. Et je vous le dis, à 3 jours de la fin de la session, le SIF au Sénat a introduit une proposition de résolution que la conférence des présidents, dont je suis membre, avons jugé presque recevable. Je ne suis pas sur les détails, mais nous étions à 3 jours de la fin de la session. La priorité, c'était la loi de finances. On ne pouvait pas organiser une plénière à 3 jours de la clôture de la session sur un autre sujet que la loi de finances. C'est dire que le SIF m'a suivi et que ce n'était pas du juridisme, c'était le bon sens, respecter les lois. Pour la deuxième question, je pense que en 4 ans et demi, j'ai beaucoup proposé. J'ai fait une proposition de loi qui n'a pas prospéré, peu importe. J'ai introduit une proposition de résolution sur la création d'une commission d'enquête sénatoriale sur la catastrophe des ECA, qui n'a pas prospéré. J'ai introduit des dizaines d'amendements sur des textes de loi. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas prospéré, quelques-unes ont prospéré. Il y a l'amendement Gayap sur le code pénal, la fameuse question de l'immunité ministérielle, qui a été balayée d'un revers de la main à l'Assemblée nationale, qu'on a voulu faire passer en force au Sénat, mais qui finalement n'est pas passé au Sénat. Heureusement. Parce que j'étais à la commission des lois constitutionnelles et j'ai insisté pour que cette question-là ne passe pas. Donc, c'est dire que j'ai fait beaucoup de propositions. Sur cette question-là, à partir du moment où une démarche est engagée par un parti politique, il ne sert à rien de la doubler pour faire une autre. Quand nous avons su que nos collègues du SIF entendaient introduire une proposition de loi, nous n'avions pas le contenu, nous ne savions pas sous quelle forme c'était présenté, nous ne pouvions pas, le sachant, introduire parallèlement une autre proposition sur le même sujet. On n'aurait pas, c'est vrai qu'en droit on fait des jonctions de procédure, mais il n'y avait pas lieu sur cette matière-là de doubler le SIF en introduisant une autre proposition de loi sur le même sujet. Donc nous avons entendu que
leurs propositions soient introduites pour qu'on statue dessus. Donc, vous savez bien que ce n'est pas l'imagination qui pouvait me manquer pour introduire une proposition sur ce sujet. Je le dis en permanence, ce débat est nécessaire. Il a lieu partout, dans la presse, dans la société, même au gouvernement, puisque le gouvernement se prononce sur la question presque toutes les semaines. Pourquoi ce serait seulement le Parlement qui n'en parlerait pas? Ce qui est paradoxal au demeurant. Et vous dites ce soir que vous êtes favorable, vous seriez favorable à une session extraordinaire du Sénat, enfin du Parlement, pour débattre de ce sujet-là. Bien entendu, il n'y a aucune objection, ni aucune contre-indication à ce qu'une session soit organisée pour cela, sauf peut-être que, en faisant du juridisme là, on pourrait se dire, une session extraordinaire devrait être convoquée pour adopter un texte de loi, pas juste pour parler. Parce qu'il faudrait remonter à l'essence d'une session extraordinaire pour voir bien qu'une session extraordinaire est destinée à faire adopter par le Parlement un texte de loi qu'une session ordinaire n'a pas pu régler, mais pas simplement pour ouvrir un débat qui n'aboutit pas sur un texte, sur une loi. Ça fait un peu plus d'un an que cette crise dure. Plusieurs milliers de réfugiés camerounais au Nigeria aujourd'hui. Je n'ose pas donner de chiffres pour éviter de tomber dans un excès dans l'un ou dans l'autre camp, mais toujours est-il qu'il y a des réfugiés camerounais par milliers au Nigeria, de nombreux morts. Est-ce que vous auriez imaginé, quand cette crise a commencé, qu'un an plus tard, on en serait encore là? Je propose qu'on aille aux sources du mal. Allons-y. C'est vrai que cette question pose un problème d'authenticité de la source. Qui est le mieux placé pour parler de la question anglophone? A priori, les concernés. Mais sans savoir faire de statistiques particulières, je me rends compte que ceux qui en parlent le plus, au moins dans les médias, sont les francophones. Ça me gêne déjà un peu qu'on s'accapare d'un sujet dont on n'est pas les auteurs et on semble avoir les solutions. C'est un sujet, pardonnez-moi, mais c'est un sujet qui est aujourd'hui national, puisqu'il y a un risque de partition de ce pays, donc chaque Camerounais devrait être... Je ne conteste pas qu'il soit national et que chaque Camerounais puisse exprimer son point de vue là-dessus. Absolument. Mais j'entends statistiquement beaucoup moins les anglophones sur les plateaux de télévision et sur les antennes de radio en parler beaucoup moins. Oui. Il fallait le rappeler. Tout à fait. Maintenant, la source pour moi, les sources du mal sont d'abord le pacte politique de 1961. Il faut le rappeler. Oui. Les anglophones ont le sentiment que ce pacte n'a pas été respecté. Et on connaît toute l'histoire, on va pas refaire l'histoire, oui. Donc ça, c'est le premier sentiment de trahison que les anglophones ont. Le deuxième sentiment de trahison, c'est 1972. Le président de l'époque, Amadou Ahidjo, décide de transformer l'État fédéral en État unitaire. Oui. À la faveur d'un référendum. Mais pas un référendum normal. Parce qu'il y avait deux entités dans l'État fédéral. On aurait dû faire deux référendums. Parce que quand on fait un référendum où une partie, la partie ex-Cameroun oriental, représente des 4/5e de la totalité, oui. À quoi s'attend-on? Forcément à ce que cette majorité statistique l'emporte. Peu importe ce que diront les tenants du 5e restant. Oui. Donc il y a déjà là un problème que les anglophones ont toujours considéré comme étant une trahison, parce que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire un référendum pour supprimer leur autonomie. Troisièmement, en 1984, on change l'appellation du nom de notre pays de République unie du Cameroun à République du Cameroun. À République du Cameroun. Les anglophones considèrent que République du Cameroun, c'est le nom de l'ancien Cameroun uniquement francophone. Donc on a l'impression qu'on les a complètement assimilés, oui, jusqu'à leur donner le nom d'une seule des parties.
Je vais enfin poser le problème de l'opportunité du débat sur le fédéralisme. Oui. On dit que la forme de l'État n'est pas négociable. Certains vont même jusqu'à trouver la source de cette position dans la Constitution, en disant que la Constitution dit que la forme de l'État n'est pas négociable. C'est l'article 64 de la Constitution. C'est le seul document que j'amène généralement sur le plateau de télévision, la Constitution du Cameroun, et c'est la seule référence que je voudrais lire. L'article 64 de notre Constitution dispose: aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État. Oui. Certains pensent que c'est ça qui interdit le débat sur le fédéralisme. Or, cette disposition dit simplement qu'on ne peut pas toucher à la République. Par exemple, la transformer en monarchie. Oui. Vous savez que dans le monde, il y a des États qui Et non sur la forme de l'État. Et non sur la forme de l'État. Oui. Certains se réfèrent à ces dispositions pour dire que c'est pas simplement le chef de l'État qui l'a dit, la Constitution même nous interdit d'ouvrir un débat sur le fédéralisme. Oui. Je termine sur ces arguments pour dire, pendant la période de l'État fédéral, de 61 à 72, nous avions une constitution. Oui. Est-ce que Ahidjo aurait dit à ce moment-là, nous sommes dans un État fédéral, le débat sur la forme de l'État n'est pas négociable. Oui. La forme de l'État n'est pas négociable. Comment serait donc arrivé à la situation d'aujourd'hui si on avait empêché à ce moment-là le débat sur la forme de l'État? Donc c'est pour dire que ce qu'on demande simplement aujourd'hui, c'est de débattre, pas de faire un choix. Sur ces questions-là, je veux donner la position de notre parti, l'UNDP, est claire. Même si je suis d'accord qu'il y ait un débat, mais notre position est claire. Nous sommes pour l'État unitaire décentralisé. Alors, je voudrais justement, sur ce plan-là, vous citer, c'était déjà en 2015 dans les colonnes de Cameroun Tribune, et je vous cite: nos compatriotes anglophones croient être victimes d'un complot du pouvoir destiné à les marginaliser. Le bon combat à mener me semble être celui du développement équilibré des régions et d'une juste répartition du pouvoir et des revenus entre toutes les régions du pays. Est-ce que vous maintenez cette position que vous aviez prise depuis 2015? Bien sûr que je maintiens cette position, mais ça ne résout pas la question anglophone. Hein, oui. Parce que certains également veulent embrouiller le débat en disant, oui, les régions anglophones ont les mêmes problèmes que les 8 autres régions, chaque région a des problèmes, il faudrait donc que le débat soit national et qu'on pose le problème de toutes les régions. Non. Si les problèmes des régions anglophones peuvent être identiques à celles des autres régions, les régions anglophones ont des problèmes spécifiques. Tout à fait. Et il n'y a pas lieu de les mélanger en disant il faut un débat national et noyer le problème anglophone dans le débat national. Donc moi je pense qu'il faut écouter attentivement les préoccupations des anglophones et y apporter une réponse spécifique. Quelle serait justement cette réponse-là? C'est un peu ce que je dis déjà par ailleurs. Hein. Oui. Je pense que la réponse est dans la Constitution. La décentralisation, vous avez dit être favorable à l'État unitaire décentralisé, sauf qu'aujourd'hui, la décentralisation, depuis la Constitution de 18 janvier 1996, piétine et n'arrive pas à apporter des réponses aux problèmes qui se posent dans ces régions anglophones. Oui, ça piétine pourquoi? Parce que l'essentiel, le gros de la décentralisation n'est pas mis en marche. Oui. Le gros, c'est donner l'autonomie aux régions, telle que le prévoit la Constitution. Il faut mettre en place les régions, les conseils régionaux et le président du conseil régional. C'est ces institutions qui donnent de l'autonomie aux régions, qui permet aux régions de s'organiser et de se développer sans dépendre de Yaoundé. Alors justement, est-ce que vous sentez dans la disposition mentale de ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui cette volonté de pouvoir laisser les mains un peu libres à des entités décentralisées? Parce qu'on a l'impression qu'au sein du pouvoir aujourd'hui, on a plus intérêt à dire que le puits qui a été construit à Bayangam ou bien je ne sais pas où est un don du chef de l'État et non une œuvre qui a été construite sur place par des élus locaux. Vous voyez bien ce que vous dites là, c'est bien ça le problème. Voilà. Ce sont les élites intermédiaires
qui ont intérêt à dire tel puits conçu à Bayangam est un don chef de l'État, prétend cette idée au chef de l'État, qui lui n'a pas dit que c'est lui qui donnait le puits à Bayangam. Donc ce sont ces élites-là qui bloquent la décentralisation. Il est donc important que le chef de l'État aille au-delà de ces élites, prenne lui-même les décisions, et mon souhait, c'est que 2018 commence par la mise en place des régions, sans autre forme de procès, parce que si on commence maintenant à faire les dialogues dont personne ne maîtrise, ne propose un contour réel, on va s'enliser. Moi, je préfère qu'on aille aux actes, pendant que on définit les termes des référents du dialogue. Alors justement, le bureau politique... Je termine. Pendant qu'on définit les termes de référents du dialogue, immédiatement on met en place les régions. Ça peut prendre 3-4 mois, parce qu'il suffit de convoquer des élections régionales. Ce ne sera pas plus lourd à organiser que les élections sénatoriales, qui sont des élections indirectes. Et au bout de 3 mois, on peut avoir nos régions, pendant qu'on discute du dialogue, qui est nécessaire, par ailleurs, mais au moins on aura posé un acte concret. Chacun aura vu, et en particulier pour les régions anglophones, auront vu qu'est-ce qui leur revient. Ça pourra amortir énormément le choc que nous vivons aujourd'hui. Alors vous parliez de dialogue. Je rappelle que le bureau politique de l'UNDP en septembre dernier, le 27 septembre, le 27 septembre, avait indiqué dans le communiqué qui avait sanctionné vos assises que le dialogue était la voie de sortie de crise et devrait être impulsé par le chef de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été écouté aujourd'hui? D'abord, cette position est une précision d'une position prise quelques mois avant. Nous avons tenu notre congrès au mois de février. Lors de votre congrès, oui. Au cours duquel, je dirais, l'essentiel de la programmation politique portait sur cette question-là. Nous nous sommes largement exprimés et lorsque les choses s'est dégradées au fil des mois, nous avons tenu ce bureau politique au mois de septembre pour préciser notre position. Oui. De toute évidence, nous n'avons pas été écoutés puisque le dialogue n'a pas encore commencé. Nous souhaitons que ce dialogue se mette en place, mais comme je l'ai dit, ce dialogue doit comprendre la mise en place des structures, non pas imaginaires ou improvisées, mais prévues par la Constitution de 1996, qui sont les régions. Si les régions trouvent leur autonomie, la plénitude de leurs responsabilités, leur capacité à imaginer et construire leur développement, beaucoup de problèmes seront résolus. Parlons justement de ce dialogue. Quels peuvent en être les contours? Où, quand, comment, avec qui ce dialogue? C'est le débat qui circule partout. Oui. Tout le monde parle de dialogue, mais vous l'avez reconnu tout à l'heure, on ne voit rien qui traduise un véritable dialogue ou alors même une volonté de dialogue. Alors, comment va se faire la première étape du dialogue, c'est d'identifier les acteurs du dialogue. Oui. Sur ce point-là, certains pensent qu'il faut y associer toutes les tendances. Ce n'est pas mon point de vue. Je pense qu'il faut serrer les problèmes, notamment dans la zone anglophone. C'est-à-dire? Ceux qui prônent le sécessionnisme ne peuvent pas être associés à ce dialogue. Parce qu'ils sont braqués sur leur position. Excusez-moi, on ne dialogue qu'avec ses ennemis. Vous n'allez quand même pas aller dialoguer avec des types qui sont d'accord avec vous. Là, ce sera une conversation entre copains. Il faut bien qu'on aille vers ceux qui sont mécontents aujourd'hui pour essayer de les comprendre et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les sortir du radicalisme. Les partisans du séparatisme ne sont plus des démocrates. Oui. Quand des citoyens attrapent des soldats et les égorgent, et ce n'est pas un cas exceptionnel, c'est des cas répétés, et ils les égorgent au nom de leur idéologie. Vous voulez discuter avec des gens comme ça? Non, ce n'est pas possible. Avec qui doit-on discuter donc? Alors, je disais qu'il y a plusieurs strates. Oui. Il y a ceux qui sont partisans d'un Cameroun uni, et ils sont nombreux. Il y a ceux qui pensent
qu'il faut aller vers le fédéralisme. Ceux-là courent vers le fédéralisme précisément parce que nos régions n'ont pas été mises en place. Si les régions avaient été mises en place, ceux-là auraient vu les herbes coupées sur leurs pieds, parce qu'ils n'auraient pas eu d'arguments suffisants pour dire les régions ne nous suffisent pas, transformons les régions en États fédérés. Donc je dis que la première chose à faire pendant qu'on cherche le dialogue, c'est de mettre en place les régions. Ça va amortir beaucoup d'autres problèmes. Donc il y a dans ces trois catégories d'acteurs, les sécessionnistes qu'il faut exclure parce qu'ils sont allés trop loin, ils ne sont plus des démocrates, on discute avec des démocrates. Il y a les fédéralistes, il y a les unionistes, ceux-là on peut discuter avec eux. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas rejeter le dialogue sur le fédéralisme. Il faut en parler. Et je suis prêt dans ce dialogue à convaincre les fédéralistes que ce n'est pas la meilleure voie pour nous. Mais seul le débat peut amener cette majorité. De la même manière, n'est-il pas possible de convaincre les sécessionnistes qu'ils font fausse route? Je pense qu'ils se convainquent d'eux-mêmes par la réprobation unanime qu'ils rencontrent autour d'eux, à part eux-mêmes, à part eux seuls. Personne ne les soutient. Personne ne les soutient. Je ne suis même pas sûr que ceux qui les financent à l'extérieur demandaient qu'ils aillent jusqu'à ce niveau-là. Vous avez été un acteur majeur de la tripartite en 1991 qui a permis de mettre fin à la crise politique que traversait le Cameroun à cette époque-là. Vous y avez d'ailleurs consacré un ouvrage très intéressant. Est-ce que ce modèle est envisageable pour la crise que vit le Cameroun aujourd'hui avec ses régions anglophones? J'ai entendu cela, j'ai même vu des acteurs de l'époque réveiller cette sauce-là pour voir comment on pouvait répliquer la formule sur la crise d'aujourd'hui. L'histoire ne se répète pas. Il n'y aura plus de tripartite au Cameroun. Oui, enfin, ne faisons pas de fétichisme autour du mot tripartite, on peut appeler ça n'importe quoi. Mais est-ce que le modèle qui a été utilisé en 91 pour sortir de la crise peut être transposé à la situation d'aujourd'hui? Non, je dis que c'est pas le mot tripartite, hein, c'est la composition de la tripartite et son fonctionnement. Oui, c'est de ça que je parle. Alors donc, j'ai consacré tout un ouvrage à cette question-là, donc je suis parfaitement à l'aise pour dire que ce modèle-là ne nous convient pas aujourd'hui, parce que la crise n'est pas la même. Sauf si on veut, comme certains veulent prendre ce raccourci, en profiter pour résoudre tous les problèmes, en disant comme les anglophones ont des problèmes, nous aussi ailleurs on a des problèmes, donc on en profite pour faire une grande conférence nationale. Non, je crois que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ramener la paix entre nos frères anglophones et les frères francophones, et cela passe par un système de résolution particulier qui prend en compte les considérations particulières des anglophones. Par conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord identifier les acteurs du dialogue de ce côté-là et du côté national, parce que ce n'est pas francophone contre anglophone, du côté national, trouver des médiateurs capables d'écouter toutes les parties sans passion, de manière objective, et de proposer une solution. Et ce sont ces médiateurs-là qu'il faut trouver. Pendant la tripartite, il n'y avait pas de médiateur. Vous voyez bien que c'est un concept nouveau qu'il faut essayer de creuser, pousser en avant pour trouver la solution à cette crise-là. Mais à l'époque, on avait utilisé un certain nombre de leaders de la société civile, des leaders religieux et même des chefs traditionnels. Ils étaient là en tant qu'acteurs à part entière, ils n'étaient pas des médiateurs. Donc c'est différent. Dans cette affaire-ci, compte tenu de la crispation de la situation où certains, enfin, beaucoup ne font plus confiance aux autres et inversement, seule une médiation nationale, bien entendu, j'exclus d'office ceux qui pensent qu'il faut aller chercher les solutions soit dans les pays étrangers, soit dans les organisations internationales. Il faut une médiation nationale et il y a des leaders nationaux d'autorité morale reconnus qui peuvent parfaitement jouer ce rôle-là. Alors, dans votre propos, on voit très bien que pour vous, il y a un problème de développement. Que faites-vous donc du problème politique qui est posé par les anglophones, notamment celui de la représentation?
certains anglophones estiment ne pas être suffisamment représentés dans les hautes strates de l'administration. Pour vous, c'est un problème réel ou alors simplement un problème qui est suscité par l'élite qui voudrait également accéder à un certain nombre de... C'est un problème périphérique qui intéresse une petite élite. Donc le plus important pour vous, c'est le développement. Ce développement, c'est donner aux régions la capacité de s'organiser, de concevoir elles-mêmes et de se développer elles-mêmes. Et ce problème de représentation alors ou de représentativité? Dans ce schéma-là, un président de région sera très puissant. Un conseil régional sera très puissant comme organe délibératif. Et chacun sera fier d'organiser dans sa région la manière de se développer. Maintenant, au niveau national, parce que là c'est une bataille de postes, hein, plus qu'autre chose, le débat porte sur la distribution des principaux postes de l'État. Je ne sais pas si c'est très important. C'est important pour les prétendants à ces postes-là. Je ne suis pas sûr que ce soit important pour le petit peuple de savoir qui est président du Sénat ou qui est président de l'Assemblée nationale ou qui est le Premier ministre. Parce que le petit peuple qui souffre là n'a pas aujourd'hui reçu beaucoup de redistribution de la part de l'élite de ceux qui occupent ces postes, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Je ne suis pas sûr que si on mettait un anglophone président du Sénat, ça donnerait quelque chose de plus aux cultivateurs de Kumba. Donc je pense que là il s'agit d'une bataille d'élite qui veulent se positionner, qui veulent calculer quelle est la position qui me permet de redistribuer mieux autour de moi, de constituer une clientèle plus large, qui me sera redevable peut-être un jour. Ce sont ces calculs que les élites font au sommet. Mais au niveau de la base, c'est dans les régions qu'il faut développer les prétentions et les ambitions. Alors, on va sortir de cette partie de l'émission. Quel est le discours que le président Biya devrait tenir le 31 décembre prochain en relation avec la crise anglophone? Forcément, il va en parler, on est sûr. J'ai déjà donné mon canevas, annoncé que le premier semestre sera consacré à mettre en place les régions. Ensuite, poursuivre le dialogue, parce que nous sommes allés trop loin pour que ça devienne une opération simple. Poursuivre le dialogue, identifier les acteurs, identifier les médiateurs, identifier le cadre de ce dialogue, le pourtour et les objectifs envisageables, sachant que on peut mettre tout sur la table, sauf la sécession. L'année dernière, il a fait le pari de la fermeté avec son fameux le Cameroun est un et indivisible, la forme de l'État n'est pas négociable, je le reprends de mémoire. Vous dites que cette année, il faut surtout éviter cela, ou bien? Il faut aller loin, il faut aller au-delà, il faut poser des actes concrets, au lieu de dire ce qu'il ne faut pas faire, ceci n'est pas négociable, le Cameroun doit rester ceci, il faut aller au-delà, dire ce qu'il faut faire maintenant. Mettre en place les régions, mettre en place le dialogue. Pour finir, tout à l'heure, vous avez dit on n'a pas besoin d'aller chercher des médiateurs ou alors des organismes internationaux pour résoudre cette crise anglophone. Seriez-vous contre l'implication, par exemple, du Commonwealth, dont la secrétaire générale Patricia Scotland était ici au Cameroun? Elle est allée dans les régions anglophones, elle a fait exactement ce que les gens n'arrivent pas à faire depuis un peu plus d'un an, aller discuter avec les acteurs. Quand je dis que je ne souhaite pas une médiation internationale, je ne dis pas que les organisations internationales ne doivent pas s'intéresser à notre problème. Ce qu'elle a fait, c'était bien de venir comprendre le problème sur place. Les diplomates qui sont chez nous font le même travail, peut-être de manière plus discrète. Ils vont sur le terrain, ils se renseignent, ils écoutent, ils font des rapports à leur chancellerie, dans leur pays d'origine. Ce travail doit continuer de se faire. Ça peut contribuer à donner des différentes pistes possibles. Mais la solution, nous devons la gérer de manière interne. Nous devons être jaloux de notre indépendance. Nous devons trouver nous-mêmes. Ce n'est pas un problème insoluble. Nous devons trouver nous-mêmes des solutions par nous-mêmes.
Merci. On vous retrouve tout à l'heure. Le temps de regarder ce reportage. Que reste-t-il de l'UNDP dans l'un de ses fiefs, l'Adamawa? Voici l'enquête qui a été réalisée à Ngaoundéré par notre correspondant Eric Ngele. Ici, le siège pendant 2 décennies de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès à Ngaoundéré. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un magasin qui garde du matériel divers. L'UNDP, avec son slogan « Main dans la main », cherche domicile dans son bastion le plus important au Cameroun, comme une solidarité de factistes plombée par la conjoncture. L'UNDP en 91 avait un visage d'opposant. Aujourd'hui, l'UNDP que nous savons tous, qui s'est rallié aux autres partis, ne peut plus se faire appeler opposant. Pour de nombreux observateurs, cette bâtisse est à l'image du poids de l'UNDP sur l'échiquier politique national. Le même poids qu'il avait avant, c'est ce même poids qu'il a aujourd'hui. C'est pas parce qu'en termes de mairie, l'UNDP n'est pas dans d'autres mairies, dans les bourses et autres. C'est parce que le système électoral ici chez nous est truqué. On intimide les diabourous. En vue, si quand quelqu'un va voter UNDP, on va lui enlever ceci, cela. C'est ça qu'on fait l'intimidation en brousse. Ce que moi j'ai constaté, c'est que tous ceux qui ont adhéré à Abouba Bello pour l'UNDP ont tourné le dos à Abouba Bello parce qu'il n'a pas fait la guerre qu'ils ont voulu pour venger le président Amadou Aïdou. Les caciques n'en démordent pas. Pour eux, le bateau n'est pas en train de couler. Alors, pas besoin de s'alarmer. Ngaoundéré seulement au centre. Tu parles de Ngaoundéré 1, Ngaoundéré 2. Nous sommes au-delà de 80 000 électeurs. On avoisine les 100 000. En dehors de ça, vous allez faire la somme. Ngaoundéré 3, B, Belel, Ganga et autres. Tout ça là, ils ne font pas 50 000. Vous t'imagines? Et on contrôle dans cette ville-là. Comment ne donc pas contrôler normalement même tous les départements? C'est parce qu'il y a une fraude. Il y a une fraude caractérisée. Quand vous-même vous faites le calcul, c'est pas possible par exemple que B fasse basculer Ngaoundéré. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Que par exemple Belel fasse basculer Ngaoundéré? Non. Dans l'Adamawa, le nombre d'élus de l'UNDP au Parlement est quasi nul. Il en est ainsi des communes gérées qui sont d'une demi-douzaine sur les 21 mairies possibles. Autant mieux le dire, l'UNDP a maigri tant en militant qu'en leader. À quoi donc aura servi la plateforme signée avec le RDPC? À mon niveau, je crois que ce mariage a beaucoup même stabilisé le pays. S'il n'y avait pas ce mariage, peut-être qu'on ne sait à quel niveau le pays allait se retrouver. Donc, l'UNDP a gagné quoi? L'UNDP a les membres du gouvernement, il a les directeurs centraux par-ci, par-là. La politique de la chaise vide, ce n'est pas une bonne politique. Il faudra donc maintenant, pour changer, parce que on dit que c'est mauvais, pour donc améliorer ce qui est mauvais, il faudra que nous soyons là. Parce qu'on ne va pas être, on va dire que vous êtes à l'écart, vous parlez toujours que c'est mauvais, c'est mauvais. Non, quand c'est mauvais, rapprochez-vous et ensemble nous allons apporter des changements. Et nous sommes en train d'apporter des changements. 26 ans sans alternance, le parti peine à se réinventer. L'on va même à penser que Bello Bouba Maïgari est le premier problème de l'UNDP. Aussi, la question qui se pose est celle de savoir si le prince de Bachéo reste toujours l'homme de la situation pour les joutes électorales de 2018. Est-ce qu'il faut changer pour changer? Non. Lorsqu'on aspire au changement, aujourd'hui, si les gens veulent changer le président de la République, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas. Est-ce que ce n'est pas la même chose avec Bello? C'est pas la même chose. L'UNDP va. Est-ce que ça va avec? Ça va dans l'UNDP. L'UNDP va avec Bello Bouba. L'UNDP va très bien avec Bello Bouba. Quand le président de l'UNDP, le président de l'UNDP, le président national de l'UNDP revenait de son exil en aviation, il a déclaré à haute voix qu'il ne revient pas pour chercher la présidence, pour chercher à commander. Il est revenu dans son pays natal et il va gérer avec ceux qu'il trouve sur le terrain. Je n'ai pas oublié, le premier jour qu'il est arrivé à l'aviation de Ngaoundéré, c'est ce qu'il a déclaré. Créé le 9 février 1991, l'UNDP est à la quête d'un nouveau souffle,
à l'effet de faire un retour triomphal à l'échiquier national et sauter le manteau de parti régionaliste qui lui colle plus que jamais à la peau. Voilà, merci à Eric Ngele depuis Ngaoundéré. On va revenir évidemment au reportage de Eric Ngele tout à l'heure. 2018, c'est une grande année électorale, dont la présidentielle. Est-ce que l'UNDP présentera un candidat à la présidentielle, Pierre Flamand Gaillard? Vous pensez là avoir fait une question choc, n'est-ce pas? Oui, c'est la grande question de cette émission. Bien, je pense que votre question n'est pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question d'actualité. Rien ne vous dit aujourd'hui qu'une élection sera organisée en 2018. Mais en tant que légaliste, voilà, je considère que le calendrier électoral prévoit qu'il y ait une élection présidentielle en octobre 2018. Très bien. Dans cette hypothèse-là, la position de l'UNDP est simple. Elle est dans nos textes. Seul le comité central est compétent pour dire quelle est la position que l'UNDP prend, quel candidat il choisit pour telle ou telle élection, que ce soit l'élection présidentielle ou les élections législatives, sénatoriales ou municipales. En conséquence, à 10 mois, je suis incapable de vous dire ce que le comité central de l'UNDP dira au mois de juillet ou août 2018. Alors, je conviens avec vous que normalement, c'est une question qui ne devrait pas se poser, parce qu'un parti politique normal aspire à prendre le pouvoir, sauf que votre cas, il est tout à fait spécial, parce que depuis le retour au multipartisme, l'UNDP n'a présenté de candidat à la présidentielle qu'en 1992, et vous aviez eu d'ailleurs 19% de voix, troisième. Disons 20%, si voilà, vous voulez pas... 19% et des virgules et des poussières. Quand c'est 19,6, c'est plutôt voilà, 20, si vous voulez arrondir. Voilà, et depuis lors, vous n'avez plus participé à aucune élection, dont la question de la participation de l'UNDP en 2018 se pose, surtout que certains militants estiment que c'est trop de ne plus être candidat à la présidentielle. La question ne se pose pas. En 92, l'UNDP a présenté un candidat. En 1997, l'UNDP a boycotté l'élection présidentielle. Ce n'est pas qu'elle a soutenu un candidat. Si pour les élections qui ont suivi, il y a eu un soutien du président Biya, c'est pour des raisons conjoncturelles bien précises. Par exemple, en 2004, l'UNDP a soutenu Paul Biya. Pourquoi? Pas parce qu'il voulait soutenir Paul Biya. Pourquoi? Mais parce que le Cameroun était en danger. Notre territoire était occupé, ou en passe d'être occupé, c'était Bakassi, vous vous souvenez bien. Et que dans ces conditions-là, l'UNDP a estimé qu'il fallait faire bloc pour que le Cameroun reste d'abord uni, avant que nos batailles internes puissent se poursuivre. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas de position a priori automatique à l'UNDP. L'UNDP se prononce en fonction du contexte qui se présente. Donc, personne ne peut... Et pourquoi en 2011 vous n'avez pas été candidat? C'était pour la même raison. Oui. C'était pour la même raison. Nous avons estimé qu'il y avait une crise économique importante. Vous savez que c'est à ce moment-là qu'on est passé au DSE. Avant, on sortait d'une crise avec des pays pauvres très endettés. Nous avons estimé que c'était important à ce moment-là de faire bloc pour que le Cameroun continue de mobiliser ses ressources pour sortir de la crise. 2018, moi je ne peux pas vous dire ce qui va se passer d'ici 6 mois ou 8 mois. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si la crise anglophone est résolue dans les prochains mois comme nous le souhaitons, oui. Nous sommes maintenant sur le plan économique dans une voie de sortie, après l'accord signé avec le FMI. C'est une voie de sortie, et j'ai insisté que la gestion doit être vraiment rigoureuse pour que cette voie de sortie soit maintenue. Si la crise anglophone est résolue, si dans les parties où la sécurité est en cause, en raison des facteurs exogènes, Boko Haram ou les réfugiés sur le flanc Est, si ces problèmes sont stabilisés, il n'y a pas de raison que l'année 2018 soit une année de plus de liberté où les jeux deviennent plus ouverts.
Est-ce que vous comprenez quand même ces nombreux militants qui souhaitent que l'UNDP présente un candidat à la présidentielle? On l'a encore entendu lors de votre congrès du 25 février dernier. Nous avons interrogé des militants qui manifestaient une certaine gêne que l'UNDP se contente d'être un peu sous la coupole, entre guillemets, du RDPC. Est-ce que vous les comprenez, ces militants? C'est tout à fait légitime. Oui. De nombreux militants souhaitent que nous ayons nous-mêmes notre candidat à chaque élection présidentielle. C'est légitime. On les comprend. Mais encore une fois, pour 2018, aucune option n'est prise encore. Tout est sur la table. On appréciera le moment venu. Et vous savez combien d'incertitudes il y a devant nous. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre une option valable pour dans 10 mois. Alors même si vous ne voulez pas le dire, Pierre Flambon-Gayap, vous êtes un peu enserré par la plateforme d'action gouvernementale qui lie votre parti, l'UNDP, au RDPC depuis 1997. 20 ans plus tard, est-ce que vous êtes satisfait de cette plateforme d'action gouvernementale entre votre parti et le parti au pouvoir? Ne vous méprenez pas sur le sens de la plateforme. Oui. Vous ne méprenez pas sur le sens de cette plateforme. Oui. Cette plateforme, qui, comme vous le rappelez justement, date de 1997, donc 20 ans maintenant, oui, ne nous a pas empêchés de subir toutes les adversités possibles de notre allié, notamment à l'occasion des élections. Vous savez, dans la plupart de nos fiefs, c'est pratiquement des fiefs de bipartisme, où le principal adversaire de l'UNDP, c'est le RDPC. Aucun cadeau ne nous est fait dans aucune de ces circonscriptions. Je prends le cas de l'Est, pour lequel on n'insiste pas beaucoup, parce que on pense que comme l'Est n'est pas une région musulmane majoritaire, que ce n'est pas le fait de l'UNDP. Oui. Dans la plupart des circonscriptions de la région de l'Est, l'UNDP a toujours entre 35 et 45% de suffrages. Et dans le système que nous connaissons, avoir 45% de voix, c'est qu'on a largement gagné. Alors oui, dans ces conditions, on perd pourquoi? Parce que notre adversaire ne veut pas que nous gagnions. Donc vous ne pouvez pas nous dire que la plateforme nous contraint. Est-ce que vous êtes donc satisfait de cette plateforme? Alors, la plateforme n'avait pas pour objet de nous amener aux élections ensemble. Il n'y a pas d'accord électoral entre l'UNDP et le RDPC. Oui. Ça ne fait pas partie de la plateforme. Par contre, est-ce qu'on est satisfait ou pas? Je pense que la première satisfaction qu'on a de cette plateforme, et un militant l'a dit tout à l'heure, oui, c'est la paix que nous avons retrouvée. En 1997, vous vous en souvenez, si le boycott avait eu des suites, personne ne peut dire dans quelle situation nous serions aujourd'hui. Et vous savez que après ce boycott, alors que le président Biya avait gagné avec plus de 82% de voix, qui aurait largement suffi pour n'importe quel président de dire « moi je gouverne seul », il a engagé des négociations à la fois avec le SIF et l'UNDP. C'était pourquoi? C'était pour préserver la paix. Ce n'était pas parce qu'il ne pouvait pas gouverner seul avec 82% de voix. Oui. Donc il ne faut pas qu'on oublie l'essentiel. Cette plateforme vise d'abord à cela. Bien sûr, on n'est pas content de tout ce qui se passe. Vous avez d'ailleurs dit au cours d'une conférence de presse il y a quelque temps que c'était un marché de dupes. Vous maintenez? Je ne suis pas sûr que ce sont des termes ça. Oui. Je ne pense pas que j'utilise ce genre de termes dans la position où je suis. En tout cas, vous n'étiez pas très content de cette plateforme que vous dénonciez d'ailleurs. Non, par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'occasion des élections, il n'y a pas une équité dans les moyens qui sont mis en œuvre. Oui, mais là, c'est un problème général aux autres partis politiques. Je parle de la plateforme qui vous lie au RDPC. Je suis sur le même registre. Oui. La plateforme prévoit qu'il doit y avoir une modernisation de notre système électoral. Oui. Vous savez très bien, malgré les avancées notables que nous avons, on est encore loin du compte. Nous nous battons, et si vous suivez nos programmes d'espace politique hebdomadaires, 2 émissions sur 3 sont consacrées au système électoral que nous voulons voir modernisé. Oui. Ça montre que largement sur ce point-là, la plateforme ne réussit pas. Donc, vous ne pouvez pas me faire dire que comme je suis responsable du NDP, je veux dire que la plateforme nous convient totalement. Oui. Alors, renoncer à cette plateforme gouvernementale, c'est accepter par exemple de perdre quelques avantages liés
notamment les postes qui vous ont été attribués. Alors, est-ce que Bello Bouba a du cœur pour envisager cette option? Je ne sais pas s'il a du cœur ou pas, mais je vais vous donner ma position là-dessus. Oui. Moi, je ne partage pas du tout l'opinion de ceux qui pensent que la plateforme a pour but de partager des postes. Vraiment, si c'était pour cela. Parce qu'on peine à voir concrètement ce que cette plateforme a apporté. Hein. J'ai beau chercher, pardonnez-moi, mais... Si c'était cela l'objectif. Oui. L'UNDP représente d'une élection à l'autre, depuis 20 ans, environ 15% de l'électorat. 400 à 500 000. Moi, je les chiffre, je les tiens moi, après chaque élection. 400 à 500, 400... Monsieur Tagne, oui, on est sur le plateau, on n'ira pas plus loin, oui. Mais je vous promets que dans les prochains jours, je vous donne les chiffres, oui. Qui sont les chiffres officiels, hein, pas les chiffres de l'UNDP. Oui. Nous représentons entre 12 et 15% de l'électorat, entre 400 et 450 000 électeurs, d'une élection à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulions des postes, oui. Nous revendiquerions 15% des postes. On est loin du compte, non? C'est pas ça que nous cherchons, les postes. Encore que même ces postes-là flétrissent chaque année. Hein. Pour ce qui me concerne... Bello Bouba, de ministre du développement industriel et commercial à ministre du loisir. Vous ramenez la plateforme à des considérations. Mais oui, justement, parce que justement, beaucoup pensent que c'est une histoire de poste, finalement. C'est vous qui le pensez. Concrètement, qu'est-ce que, au-delà de la paix qui est c'était une histoire de discutable, poste, nous ayons revendiqué 15% de postes. Nous ne revendiquons pas les postes. Vous ne lirez dans aucune documentation, aucune correspondance, publique ou privée, une demande de poste de la part de l'UNDP, soit dans l'État, soit dans les sociétés publiques ou parapubliques. Vous lirez ça nulle part, même de manière insinueuse. Non, ce n'est pas notre préoccupation. Nous voulons que le Cameroun avance, nous apportons notre pierre, tôt ou tard. Je vous prends d'ailleurs l'exemple de cette année. Nous avons eu notre congrès en février. Nous venons de boucler là, le circuit de renouvellement de nos organes de base. Partout, nous avons recruté de nouveaux militants. L'enthousiasme est remonté. Nous sommes prêts pour les batailles de 2018. Comptez sur l'UNDP en 2018. Alors, politiquement et objectivement, le RDPC a-t-il encore vraiment besoin de vous? Je ne sais pas pourquoi vous posez la question comme ça. Alors je vais vous dire pourquoi. En 97, lorsque vous signez, vous concluez cette plateforme d'action gouvernementale, l'UNDP sort d'une présidentielle, nous l'avons dit tout à l'heure, avec presque 20%, 68 députés à l'Assemblée nationale. Quelques temps plus tard, c'est la dégringolade. De 68 députés, vous tombez à 13 députés en 97, un député en 2002 et en 2007, 100 députés. En 2013, vous avez 5 députés. On voit très bien que, pardonnez-moi, mais vous ne semblez plus peser de grand poids. Oui, apparemment, comme vous avez prévu vos questions, vous les modulez même pas au fur et à mesure que je réponds à vos questions. Oui, oui, allez-y, je préfère la poser maintenant. Oui. Oui. Nous pesons le même poids d'une élection à l'autre, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui. De 68 députés à 1 député, vous pesez le même poids. Nous pesons toujours entre 400 et 450 000 électeurs. On n'a pas besoin d'être spécialiste de sciences politiques pour comprendre que si vous pesez chaque fois 450 000 électeurs et que d'un coup, à un coup, vous avez 15 députés, à un autre coup, vous avez 1 député, la solution, la réponse est où? Dites-moi. C'est les fraudes électorales. Ouais. C'est les fraudes. Bah oui, tous les partis politiques, ils parlent de fraude. Et à tort? À tort, selon vous? Non, dites-le-moi, oui. Mais alors, justement, il y a une littérature immense, y compris des observateurs internationaux sur les fraudes dans des élections dans notre pays. Donc ce n'est pas une invention des partis politiques camerounais. Alors, je reste sur votre poids politique aujourd'hui. Vos militants, nous avons regardé le reportage tout à l'heure, s'inquiètent effectivement de la dégringolade du poids politique de l'UNDP, même si par je ne sais quelle alchimie vous essayez de me convaincre que vous êtes toujours assez puissant. Peut-être que c'est pour cela que votre partenaire du RDPC ne semble plus véritablement vous écouter, parce que de toutes les façons, s'il se sépare de vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il perd en réalité, le RDPC? En présentant
mon background tout à l'heure, oui. il ne vous a pas échappé que j'ai fait de la communication. Oui. Donc je sais comment on organise des interviews oui. dans le public. Vous partez avec des a priori, vous faites dire aux gens ce que vous souhaitez qu'ils disent. Non, et non. je vous dis que ça fonctionne comme ça. Oui, peut-être, mais bon, ce sont vos militants, oui. Ce militant qui a dit cela oui. est largement minoritaire, ne représente pas le parti. Je ne dis pas qu'il n'est pas militant, hein. Il ne représente pas. Minoritaire, mais son opinion compte. Son opinion compte. Voilà. Mais l'opinion majoritaire, c'est que l'UNDP est un grand parti oui. qui a gardé tout son socle, 400 à 450 000 électeurs, s'est restructuré au cours des derniers mois après son congrès pour se préparer pour 2018. Au lieu de faire des spéculations sur nos scores antérieurs, regardez-nous pour 2018. Alors, être dans un gouvernement, quand on est un parti politique de l'opposition, qu'est-ce que cela apporte concrètement aux Camerounais? Excellente question. Excellente question. Dans la plupart des démocraties aujourd'hui, les gouvernements sont des gouvernements de coalition. Je ne vais pas les citer, hein, c'est par dizaines qu'on peut les citer à travers le monde et dans les démocraties les plus assises. Les gouvernements qui tiennent le plus longtemps sont des gouvernements de coalition. Vous voyez là, en Allemagne, pour l'instant, je le cite simplement parce qu'ils n'ont pas encore abouti à leur négociation, mais ils s'acheminent sur une période de négociation de 4, 5, 6 mois à vers un gouvernement de coalition. Oui. Donc, ne vous fiez pas aux clichés anciens des Camerounais qui pensent qu'il faut être soit dans le gouvernement, soit dans l'opposition. Comment pouvez-vous être dans l'opposition, avoir un programme à vous et venir dans un gouvernement pour appliquer une politique qui est définie par quelqu'un d'autre? C'est logique. Mais je vous dis que, comme ailleurs, oui. Quand on est ensemble, on discute ensemble de ce qu'on va faire ensemble. Oui. Je prends juste un exemple. Hein. Allez-y. Le président Bello Bouba, il est ministre d'État chargé du tourisme. Dans son département, quand il faut préparer le budget veut dire budget programme, donc ce n'est pas seulement des questions d'argent, mais de programme, Oui. c'est lui qui pilote son programme, c'est lui qui le conçoit, qui va le défendre devant le Parlement. C'est son programme. Il me plaît quand même de vous rappeler une disposition constitutionnelle. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Ça ne peut être que comme ça. Oui. Vous voulez que ce soit comment? Vous voulez qu'il y ait deux personnes qui définissent des politiques? Voilà. C'est bien lui. Oui. Mais une fois qu'il définit un gouvernement, dans le gouvernement, il y a les différents partis politiques. Et vous pensez qu'il est possible d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir faire exactement ce qu'on voudrait faire? C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Oui. Lorsqu'un ministre prépare son budget programme, il le prépare en toute autonomie. Bien sûr qu'il y a des arbitrages sur des questions sensibles, mais la politique mise en place est préparée par le ministre en charge de ce département-là. Donc il n'y a pas de problème. Retenez surtout que la tendance dans le monde aujourd'hui, c'est vers les gouvernements de coalition, et que cela suppose que plusieurs partis se mettent ensemble, chacun apporte son programme, et les programmes sont transversaux, ce qui se retrouve comme commun est mis en œuvre. Donc vous dites que les accointances entre l'UNDP et le RDPC ne vous ont pas fait perdre de plume? Franchement. Je vous le répète pour la énième fois. Allez-y. Tant que, je peux le regretter, hein, nous n'avons que 400 à 450 000 électeurs à chaque fois. Oui. La double leçon, c'est que nous maintenons notre substrat politique et électoral. La deuxième leçon, c'est que nous devrions travailler pour en avoir plus. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous en 2018. Notre plateforme ne nous a rien fait perdre. Nous sommes totalement dynamiques sur le terrain. Nous sommes identifiés. Lorsque nous parlons, on nous écoute. Je pense que les prochains mois nous montreront davantage les preuves de cette position. Alors, sortons par cette question. Vous l'avez abordée tout à l'heure, la question de la qualité des élections et du processus électoral au Cameroun, qui pour vous, malgré quelques avancées, ce processus-là n'est pas toujours correct à votre avis. Malheureusement, on ne semble pas beaucoup voir l'UNDP monter au front avec d'autres partis politiques pour exiger qu'on modifie les lois électorales. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on peut
gagner des élections même avec des mauvaises lois? D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, Oui. 2 émissions de l'UNDP sur 3 dans le programme Espace politique sont consacrées à la réforme électorale. Oui. Moi-même, régulièrement au Sénat, et y compris à la dernière session, j'ai interpellé le ministre de la Mission territoriale sur la volonté du gouvernement à réformer le code électoral en lui demandant où sont les propositions faites par l'ECAM pour modifier le code électoral. Naturellement, on n'a pas eu la réponse convaincante puisqu'il n'y a aucune proposition de loi, projet de loi, révision du code électoral en vue. Encore qu'il n'est pas tard, hein. On peut encore dans quelques semaines ou à la session de mars avoir une révision du code électoral. C'est dire que nous sommes présents dans cette revendication. Une autre question, c'est de savoir s'il faut faire cette revendication en association avec d'autres partis politiques. Oui. À partir du moment où chacun se fait entendre et qu'on voit quelles sont les revendications convergentes, on peut considérer qu'elles sont convergentes pour l'ensemble du Cameroun. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour exiger que des élections au Cameroun soient justes et transparentes? Nous continuons à faire les revendications selon les formes légales prévues. Uniquement dans les quelques petites minutes qu'on vous cède à la CRTV, dans l'espace politique? Vous ne pensez pas qu'on se limite à cela? Je vous ai dit qu'au Parlement, nous intervenons régulièrement pour exiger la clarification du gouvernement sur ses intentions sur cette question-là. Lorsque les organisations internationales, la francophonie était là il y a quelques semaines, comment avait été là, même si c'est pour d'autres questions, d'autres observateurs internationaux viennent et écoutent les partis politiques, nous faisons entendre notre position. D'autres modalités peuvent se montrer dans les prochaines semaines. Nous sommes prêts à mettre tout en œuvre pour que notre système électoral soit modernisé et limite les fraudes, permettre que nous ayons des élections plus libres et plus transparentes. Je vous propose, Pierre Flambon-Gayap, de regarder cet entretien. Nous avons rencontré quelqu'un que vous connaissez très bien, qui vous côtoie au Sénat. C'est l'invité inattendu de cette émission que je vous propose de regarder. On n'a pas le volume ici. Je vous dirais franchement que je ne le connaissais pas avant. Il était monsieur Pierre Flambon-Gayap, un acteur politique, parce que nous sommes tous des acteurs politiques dès lors que nous nous retrouvons tous parlementaires, mais chacun dans sa chapelle politique. Et lui, comme secrétaire général de l'UNDP, bon, ben, on peut être intéressé pour suivre les activités de ce parti qui est allié au nôtre, le RDPC. C'est à ce titre très très sommaire que je connais l'existence du sénateur Pierre Flambon-Gayap avant de nous retrouver au Sénat. Le sénateur Pierre Flambon-Gayap, que je connais donc depuis un peu plus de 4 ans maintenant, est un monsieur, un sénateur à l'abord, je peux dire, très facile, qui est très convivial dans ses relations avec tous les membres du Sénat, à mon avis. Et pour tout dire, son apport est très très important dans l'activité parlementaire de notre Chambre. Le sénateur Pierre Flambon-Gayap, il est un travailleur totalement acharné. Le constat peut être général. Il n'est pas de moi seul. Tout sénateur de bonne foi doit pouvoir le reconnaître. Il a une participation totale, aussi bien dans l'analyse des textes qui nous sont proposés en projet avant adoption. Il est assez pugnace, je vais dire très perspicace. Au début, on avait tendance à croire que c'est un monsieur qui s'occupe des détails seulement.
donc des virgules, des points-virgules, des lettres oubliées par-ci, par-là, des ponctuations. Mais avec le temps, on a finalement compris que c'est un monsieur qui travaille aussi bien au fond qu'au niveau de la forme des textes qui nous sont proposés. Et il participe également pleinement dans le contrôle, l'autre volet de notre mission statutaire, institutionnelle. L'autre volet de cette mission qui est le contrôle de l'activité, de l'action du gouvernement. Il n'y a pas une séance de questions aux membres du gouvernement à laquelle le sénateur Pierre Flambon Gayap n'a pas participé. Je ne connais pas une séance réservée à ce volet-là à laquelle il n'a pas participé pleinement. Alors, le sénateur Pierre Flambon Gayap, à mon avis, est ce sénateur-là qui, comme le groupe des sénateurs de la région du centre auquel j'appartiens, ont décidé de rendre visible l'activité du Sénat, que ce soit pendant les sessions ou en intercession, donc en dehors des sessions. Les débuts n'ont pas été très faciles pour le Sénat, qui pour la plupart, ou pas la plupart, pour certains Camerounais, n'avaient pas raison d'exister. Mais au fil des jours, après plus de 4 ans d'existence, avec des sénateurs qui font pleinement leur activité parlementaire, comme Pierre Flambon Gayap, comme le groupe des sénateurs de la région du centre, et comme bien d'autres, certains sénateurs certainement. De plus en plus, je crois que le paysage institutionnel s'accommode mieux et juge de manière plus favorable l'existence du Sénat dans notre Parlement. Dans ce studio pour les dernières minutes de cette émission avec Pierre Flambon Gayap, sénateur UNDP, secrétaire général également de ce parti. Nous avons écouté Jean-Marie Mama, il est votre collègue au Sénat. Il a reconnu votre activité, d'aucuns parlent même d'activisme au Sénat. Alors, que répondez-vous à ceux des hommes politiques comme Maurice Kamto du MRC, Gaga Manadi de l'ADD, Kawala, je crois, du CPP et d'autres, qui disent clairement qu'ils mettront fin au Sénat s'ils prenaient le pouvoir? Que Kawala le dise, je le lui consens. Oui. Mais que Maurice Kamto ou Gaga Manadi le disent, je suis un peu plus réservé. Parce que le Sénat, c'est un produit de la tripartite. La tripartite, c'est le nouveau contrat social que nous avons conclu en 1991 pour redémarrer le pays après la période difficile que vous savez. Les villes mortes ont créé beaucoup de morts. Beaucoup de jeunes sont tombés parce qu'ils voulaient qu'il y ait un certain changement dans notre pays. Ceux-là sont morts sans avoir vu ce changement. Ceux qui sont restés vivants ou qui ont été acteurs, restés vivants de cette tripartite, portent ce contrat social. Parmi les réformes importantes de la tripartite, il y a le Sénat comme institution nouvelle. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, je m'arrête au Sénat. Le Sénat est le sang versé par les Camerounais qui sont tombés. Alors, vous parlez de tripartite. Gaga Manadi, lui aussi, a participé à cette tripartite. Et Gaga Manadi dit précisément qu'il ne voit pas quel est l'apport du Sénat
dans l'amélioration de la qualité législative au Cameroun. Il pense qu'en dehors de corriger quelques virgules et points-virgules, de corriger également l'accord du participe passé quand l'Assemblée nationale a échoué, que vous ne faites pas grand-chose. Je ne sais pas si Gagamana a encore assez de temps pour suivre l'actualité politique, mais je vous ai dit tout à l'heure que l'amendement Gayap sur le code pénal est un produit du Sénat. L'Assemblée nationale, qui a discuté longtemps de cette question de l'immunité ministérielle, n'a pas pu convaincre le gouvernement de retirer ces dispositions-là. C'est le Sénat qui a pu retirer ces dispositions. Dans un document, dans un texte aussi important que le code pénal, arriver à faire reculer le gouvernement, c'est le Sénat qui l'a fait, pour ne prendre que cet exemple, mais sur un texte important, qui peut dire que le Sénat ne sert à rien. Pour ça, je dis que je ne suis pas sûr que Garaman ait encore le temps de suivre ce qui se passe ailleurs. Il a certainement d'autres choses à faire. Alors, votre budget, c'est environ un peu plus de 14 milliards chaque année. En 5 ans, tout calcul fait, on est à un peu plus de 70 milliards. Honnêtement, est-ce qu'on n'aurait pas pu garder l'Assemblée nationale et faire l'économie du Sénat et de ces milliards qui auraient pu servir à autre chose? Et pourquoi vous pensez, au-delà de ce que je viens de dire, que le Sénat, c'est le sang de nos compatriotes? Au-delà de ce point, tout à fait. Vous savez que dans beaucoup de pays, la plupart des grandes démocraties ont des parlements bicaméraux. La plupart des grandes démocraties, vous ne citez que les 5 plus grandes, hein. Il y en a aussi quelques démocraties en Afrique qui font le choix de se passer du Sénat pour des raisons économiques. On est d'abord d'accord que la plupart des grandes démocraties ont des parlements bicaméraux. Et il faut questionner l'histoire. Est-ce que c'était un plaisir que d'aucuns font également l'économie des dépenses du Sénat pour se concentrer sur l'Assemblée nationale aussi en Afrique. On en a connu quelques-uns des pays. Oui, mais ce n'est pas ça qui est important. Je ne pense pas que l'Afrique soit le meilleur exemple à copier en matière d'organisation politique ou de démocratie. Je pense que ce qui est bon pour nous, et en tant que sénateur, et le sénateur m'a l'a rappelé tout à l'heure, le travail que nous faisons est un travail additif, supplémentaire, utile, et j'ai indiqué sur quel point. Je ne veux pas m'attarder seulement sur cet amendement sur le code pénal. Beaucoup d'amendements ont été apportés par le Sénat sur les projets de loi du gouvernement. Cela n'aurait pas pu être possible avec une seule chambre. On va sortir par là. Lorsque le Sénat a été mis en place, on a observé comme une espèce de guéguerre entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Rassurez-nous, les relations sont un peu plus cordiales aujourd'hui, ou alors la petite fronde que vous faisiez l'Assemblée nationale persiste? Cette guéguerre était due à une méconnaissance des mécanismes constitutionnels. Les deux questions clés qui ont été l'objet de discussion à ce moment-là sont: 1. Est-ce que le Sénat a compétence pour voter le budget de l'État? 2. Pourquoi le Sénat ne va pas défendre son propre budget devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale? Sur ces deux questions, on a apporté des réponses purement juridiques, et depuis 4 ans, ce débat est clos. Le Sénat vote chaque année la loi de finances. Le Sénat vote chaque année tout seul son budget. Vous direz certainement que c'est des questions tout à fait périphériques, mais c'est important, le diable est dans le détail. On observait également qu'il y avait un conflit de préséance entre le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Ça persiste aussi? Celui-là est réglé aussi depuis. Vous voyez bien dans toutes les cérémonies publiques qu'il n'y a plus de débat. Le président du Sénat vient toujours immédiatement après le président de la République. Mais on sent que le président de l'Assemblée nationale n'est pas content. Un exemple, on en a déjà parlé. Chaque fois quand il y a la cérémonie de présentation des vœux, une fois qu'il assiste à la cérémonie de présentation des voix au président de la République, le président de l'Assemblée nationale court organiser la sienne avant même le Sénat. Ça ne vous dérange pas? C'est périphérique, c'est ça? Non, non, comme on dirait au quartier, il va sauf que supporter d'être le 3e. Très bien. Merci Pierre Flambon Gayap. Cette émission est terminée. Vous qui êtes un habitué, nous allons à présent
présenter la bibliographie de cette émission pour permettre à ceux qui voudraient poursuivre le débat de le faire. Et chose assez curieuse, nous n'allons présenter que vos livres. On n'a pas eu besoin d'autre chose. On n'a eu besoin que de vos livres. Vous avez publié de très bons livres, je peux vous le dire. D'abord, ce premier livre, Cameroun qui gouverne, de Ahidjo Abia, l'héritage et l'enjeu, ouvrage très important pour qui veut travailler sur l'évolution politique du Cameroun, et un ouvrage très actuel également, curieusement, très cité dans les mémoires de sciences politiques et même d'histoire politique du Cameroun. C'est un livre que je vous conseille, Pierre Flambon Ngayap, Cameroun qui gouverne, sorti chez L'Harmattan. Un deuxième livre, lui aussi important, on en a parlé tout au long de l'émission tout à l'heure, L'opposition au Cameroun, les années de braise. Si vous voulez avoir pratiquement les minutes de la tripartite, lisez cet ouvrage de Pierre Flambon Ngayap, bien écrit, il ressemble carrément à un grand reportage, c'est haletant, et on a pris du plaisir à lire ce livre qui, lui aussi, mérite encore le détour malgré le temps qui passe. Et voici le tout dernier. Il est encore tout chaud, le droit parlementaire au Cameroun, et c'est un ouvrage très important et très utile pour d'abord les étudiants de sciences politiques et de droit public également. Donc si vous voulez savoir comment c'est organisé le Parlement au Cameroun, j'ai découvert dans cet ouvrage même le modèle pour introduire, pour se faire représenter lorsqu'on est absent. Donc il y a beaucoup dans les annexes, il y a des documents très importants et je vous le conseille vivement. Merci Pierre Flambon Ngayap. J'imagine que votre mandat fini l'année prochaine. C'est sûr que vous avez un autre livre que vous allez préparer pour raconter dans les détails votre vie au Sénat, en un mot. J'écris tout le temps, donc il y aura certainement un livre en 2018 ou en 2019. En tout cas, on attend de le lire. Merci beaucoup. Allez, traditionnellement, nous remettons un cadeau, un souvenir à ceux qui viennent nous rendre visite. Voici le vôtre que je vous remets avec plaisir. Merci d'être venu. Oui. Je vous ai aussi gardé quelque chose. Ah. Hein, parce que dans notre tradition, on échange les cadeaux. Donc, j'ai pensé à un cadeau qui se rapproche de l'actualité camerounaise. Oui. Vous savez, on a parlé beaucoup tout à l'heure de la crise anglophone, mais sur fond de la crise, il y a l'interculturalité, le multiculturalisme, et tout cela nous amène à regarder ailleurs comment on gère les régions, comment on gère les ethnies. Au Vietnam, où j'étais récemment, on m'a offert, et je vous l'offre aussi en retour, ce petit cadeau qui montre comment au Vietnam on gère les ethnies, comment les ethnies cohabitent dans la paix. Je vous offre ce cadeau. Ben, c'est très bien. Merci beaucoup. J'en ferai bon usage. Merci Pierre Flambon Ngayap d'être venu dans cette émission. J'aurais dû commencer par là. Joyeux Noël et bonne année parce qu'on ne se verra certainement plus sur ce plateau avant la nouvelle année. Joyeux Noël également à vous, chers téléspectateurs. C'était la grande interview. Bonsoir.